Ouais, bonjour à toutes et à tous. Donc on va vous présenter cette conférence démo qu'on a intitulée Les ressorts de l'écoute musicale. Comment suit-on une voix? Quelques explications bientôt, mais d'abord les présentations. Donc Emmanuel Ponceau, à l'extrême gauche, qui est chercheur en psychoacoustique au CNRS. Patrick Susini, également chercheur en psychoacoustique à l'IRCAM. Sébastien Roux, qui est artiste sonore. Et moi-même, Clément Canon, musicologue au CNRS, ici. Petite introduction. Alors, je vais essayer de vous introduire un peu le contexte dans lequel s'inscrit cette conférence démo. Au laboratoire, lorsqu'on fait de la recherche en psychoacoustique et en sciences cognitives, on s'intéresse beaucoup à une situation un peu emblématique qui est la perception de la parole dans un contexte qu'on dit cocktail party. Qu'est-ce qui se passe un peu, une situation du quotidien lorsque on essaye d'écouter une personne en présence de plusieurs locuteurs qui vont masquer le signal de cette personne. Et en fait, c'est une situation dans laquelle, quand notre système auditif fonctionne correctement, on n'a pas trop de mal à le faire. On est capable, dans des conditions assez complexes, de capter l'information dans un flux sonore. Et en fait, il faut imaginer que ce n'est pas une situation si triviale que ça. Parce que contrairement à ce qui se passe dans la modalité visuelle, où lorsqu'on cherche à focaliser notre attention sur un objet particulier dans la scène, cet objet, en général, en vision, va être à un endroit dans l'espace différent des autres objets. En audition, tout va se superposer. Donc les signaux qui arrivent aux oreilles, que nos oreilles reçoivent, sont en fait les signaux superposés du locuteur ou de la locutrice qu'on cherche à écouter, et également des bruits environnants des autres flux. Et tout ça introduit des masques énergétiques qui sont très complexes, que le système auditif arrive pourtant à décoder de manière assez surprenante. Et ça pose plein de questions sur la manière dont notre écoute fonctionne. Comment est-ce qu'on fait attention à un flux, comment notre attention va être détournée à un moment de la conversation sur un autre flux, pourquoi, à quel moment ça peut se produire. Et en fait, on remarque qu'il y a une situation très analogue au cas de l'écoute de la parole, qui est ce qui se passe lorsqu'on écoute de la musique. Alors que l'on soit acteur au sein d'un groupe, mais aussi auditeur, des questions vraiment très proches se posent. Donc là, on a pris le cas plus singulier de la musique improvisée libre, ici pour illustrer les choses, où on a une analogie très forte avec la situation conversationnelle. Il n'y a pas de discours a priori écrit. La musique et les flux musicaux vont émerger de manière spontanée par l'interaction entre les musiciens. Et toutes ces questions de la manière dont l'attention des musiciens, mais aussi des auditeurs, va se poser sur un instrument ou sur la globalité du flux et changer ensuite pour aller écouter un autre instrument, toutes ces questions-là, en fait, restent assez ouvertes et on se les pose dans le laboratoire. Et c'est ce qui a un peu amené notre objet de travail de ce soir. Donc ce que propose Emmanuel, là, c'est qu'on s'intéresse à cette catégorie qu'on appelle les musiques polyphoniques, les pratiques musicales polyphoniques en général. On en propose une définition qui a l'air simple en apparence, hein, je la lis, elle s'affiche sur l'écran. Les pratiques musicales qui font entendre plusieurs voix distinctes, qui sont jouées au moins en partie simultanément. Donc ça a l'air tout simple et tout évident quand on dit ça comme ça, mais en fait, ça pose déjà au moins deux problèmes qui sont des problèmes qu'on appelle parfois d'ontologie musicale, de catégorisation musicale, de comment on pense à nos concepts musicaux. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on va dire que deux voix sont différentes, ne sont pas les mêmes? Il n'y a pas vraiment de critères objectifs. C'est un problème classique en ethnomusicologie, quand on s'intéresse à des musiques qu'on ne connaît pas, avec lesquelles on n'a pas été socialisé, desquelles on n'est pas familier. On va avoir l'impression d'entendre des voix qui nous semblent différentes. Puis ensuite, on discute avec les musiciens, les musiciennes, on commence à se renseigner sur la culture musicale, puis on se rend compte qu'en fait, non, ils pensent que c'est deux fois la même voix, simplement elles sont énoncées avec des variations de manière légèrement différente. Donc il y a déjà toute une question qui se pose de qu'est-ce que ça va être le similaire, qu'est-ce que va être le différent. Ça, c'est une première question. Puis une deuxième question, c'est comment on va définir cette question de voix, qu'est-ce qui fait une voix musicale à un niveau plus général. Alors souvent, une voix musicale va être associée à un musicien ou une musicienne, ou un groupe de musiciens, groupe de musiciennes. Donc il va y avoir une relation quand même d'association assez simple entre une voix et
des musiciens qui prennent en charge cette voix, soit à l'instrument, soit de manière vocale. Mais il y a des cas, comme la musique polyphonique pour clavier de Bach, où toutes les voix sont jouées sur le même instrument par un ou une instrumentiste. Donc il va falloir avoir une définition un petit peu plus abstraite de cette notion de voix. Et souvent, une caractérisation qu'on retient, c'est de dire ce qui va faire une voix, c'est un ensemble de paramètres acoustiques, une coloration de timbre, un certain registre, qui vont être à peu près stables au cours du temps et qui vont venir signer l'identité de la voix. Et à ces caractéristiques acoustiques, souvent, vont s'ajouter des caractéristiques musicales, des propriétés mélodiques, des propriétés rythmiques, bon, propriétés mélodico-rythmiques, quoi, pareil, qui vont signer l'identité de la voix. Autre chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les pratiques musicales polyphoniques, c'est tout sauf exceptionnel à l'échelle des pratiques musicales mondiales. On va trouver dans un nombre de pratiques vraiment extrêmement important. Donc dans la musique occidentale savante, bon, j'ai pris l'exemple de Bach tout à l'heure, donc je ne résiste pas à faire écouter un petit extrait d'une fugue de Bach qui est particulièrement intéressante pour notre cas, parce que c'est une construction polyphonique à 5 voix. Donc la polyphonie est particulièrement travaillée, on va dire. Mais bien sûr, la pratique musicale polyphonique, ça ne se limite pas à Bach ou à la musique occidentale savante. Comme je disais tout à l'heure, on va le rencontrer dans de très nombreuses musiques traditionnelles. J'ai mis un peu les choses les plus connues, peut-être vous avez pu déjà entendre, les polyphonies bulgares, le jazz Nouvelle-Orléans, qui soit historique des années 20 ou dans ses pratiques de revival actuelles, ou les polyphonies des Pygmées Aka en Centrafrique. On va écouter un petit extrait des Pygmées Aka, c'est des groupes de chasseurs-cueilleurs donc en Centrafrique, et qui ont une pratique musicale un peu permanente. Il n'y a pas un jour sans qu'il y ait des pratiques musicales collectives. C'est vraiment une pratique du quotidien. Et vous allez voir, c'est des structures sonores assez répétitives, donc à plusieurs voix, polyphoniques, qui évoluent lentement. Il y a des voix qui se rajoutent, des voix qui s'enlèvent. Ça change un peu. Vous le savez peut-être, c'est des musiques qui ont été par ailleurs beaucoup étudiées en France par des musicologues comme Sima Arom, et puis qui ont influencé aussi des compositeurs de musique contemporaine comme György Ligeti ou Steve Reich. On peut écouter un petit extrait. Bien sûr, on va trouver des pratiques musicales polyphoniques dans les musiques expérimentales contemporaines, en particulier les musiques qui nous sont chères ici à l'IRCAV, les musiques électroniques, les musiques improvisées. Alors, je vous propose un extrait de musique librement improvisée, justement par un trio qui s'appelle The Contest of Pleasures. Vous allez entendre du saxophone, de la trompette, de la clarinette, qui sont joués avec des techniques qu'on appelle étendues parfois, donc vous n'allez peut-être pas complètement reconnaître les instruments, vous allez entendre des sortes de textures comme ça qui se superposent. C'est aussi pour vous dire que cette notion de voix, elle peut se comprendre de manière très large, pas simplement en tant que suite de notes, de motifs mélodiques ou rythmiques comme je disais tout à l'heure, mais aussi comme ce principe de texture qui évolue conjointement, simultanément. Alors un petit extrait.
Voilà pour cette présentation condensée de... Voilà, c'est 3 petits échantillons. C'était juste pour vous donner une idée de la diversité de ce qu'on peut mettre derrière ce terme très général de musique polyphonique. Voilà, 3 petits prélèvements, carottages de tout ce que ça peut représenter avec les principes communs qu'on a énoncés au début. Voilà, ça c'est joli, on a tout superposé. Alors donc c'est multipolyphonique. Un intérêt pour nous, chercheurs, chercheuses, et puis je pense général en tant qu'auditeur de musique polyphonique, c'est qu'on vient quand on écoute ces musiques, on peut osciller entre 2 postures d'écoute. Une posture d'écoute qu'on peut appeler locale, qui va viser justement à essayer de suivre le cheminement des voix, puis peut-être à passer à une autre voix, etc. De naviguer comme ça dans l'espace vertical des voix qui se donnent à entendre simultanément. Et puis une écoute qu'on pourrait qualifier de plus globale, au contraire, on va chercher à faire une sorte de zoom arrière, d'être attentif au résultat global, à la manière dont les voix vont fusionner, ou au contraire se séparer entre elles. Et il n'y a pas une forme d'écoute qui est meilleure qu'une autre, qui est plus normative qu'une autre, mais on voit bien qu'on peut osciller entre ces deux grandes catégories. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui de faire, c'est d'essayer de réfléchir un peu aux formes d'écoute, que j'appelle ici locales. Donc, on essaye justement de faire des zooms avant, d'essayer de suivre à la trace comme ça les voix telles qu'elles peuvent se déployer. Et ça, il y a une question de mécanisme cognitif derrière, qui est le mécanisme de l'attention sélective. C'est ce que disait Emmanuel en introduction. C'est notre capacité à se focaliser sur une seule voix quand on en entend pourtant plusieurs. Et l'hypothèse sur laquelle on travaille tous ensemble depuis quelques mois maintenant et qu'on vous propose de tester avec nous, à vrai dire, c'est que les processus de régulation de l'attention auditive musicale sont communs à ceux qu'on va retrouver dans notre vie de tous les jours, qu'il s'agisse de notre écoute des sons environnementaux, des conversations, etc. Donc on fait un peu l'hypothèse que les mécanismes vont pas être si différents que ça dans le cas musical que dans le cas conversationnel, par exemple. Donc c'est ce qu'on va vous proposer de tester ensemble dans cette conférence démonstration. Nous, l'arrière-plan qui est un peu derrière, c'est dans quelle mesure on peut utiliser les situations musicales comme une sorte de laboratoire, de paradigme, pour essayer de comprendre de manière plus générale ce que disait Emmanuel dans l'introduction, nos phénomènes d'attention auditive. Est-ce que la musique peut nous apprendre des choses sur la manière qu'on a d'appréhender les flux auditifs, de naviguer dans cette complexité de flux auditifs? Ça, c'est un peu le cadre général de notre travail. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va passer à la partie plus démo de cette expérience. On pourra aussi, bien sûr, revenir sur les éléments qui ont été dits rapidement, peut-être, s'il y a des questions, des points de discussion. On aura tout le temps ensuite pour en discuter. Donc, je vous propose de passer à l'expérimentation maintenant. Alors, on va avoir besoin de vos téléphones, enfin que vous allez avoir besoin de vos téléphones plutôt. Si vous voulez bien les mettre en mode avion, en mode silencieux, de toute façon, bien trop. Donc tout le monde est soit connecté, soit à une feuille, c'est bon? Ok. Alors, bon, c'était la partie technique qui est toujours un petit peu rock'n'roll. Maintenant, ça va être super simple. Alors voilà ce qui va se passer. Donc j'ai dit une expérience, en fait c'est 2 expériences, mais qui reposent sur le même principe et qui sont très courtes, à peu près 4 à 5 minutes chacune. Donc pour cette première expérience, vous allez entendre 8 pièces qui ont été composées par Sébastien Roux, ici présent. Très courtes pièces, c'est des miniatures, c'est la contrainte qu'on a donnée à Sébastien, des pièces de 30 secondes. C'est de la musique électronique, donc il n'y a pas d'instrumentiste qui va arriver sur scène. Vous allez entendre uniquement des sons qui vont être diffusés sur les haut-parleurs que vous voyez autour de vous. Vous allez entendre plutôt que chaque pièce est construite de la même manière. Les 3 instruments vont entrer successivement l'un après l'autre. Vous entendrez d'abord un instrument, il sera rejoint par un second instrument, un deuxième instrument électronique, et enfin les 3 instruments ensemble. Chaque instrument possède un timbre particulier. Alors, vous allez voir, il y a 2 instruments qui sont plus proches les uns des autres, comme pourrait l'être, je ne sais pas, le violon de l'alto par exemple, et puis un 3e instrument qui est vraiment très différent des deux autres. On va vous les faire écouter dans une petite seconde. En tout cas, votre consigne, ça va être la suivante.
pour chaque pièce, on va vous demander d'essayer de focaliser votre attention auditive, d'essayer de suivre la première voix qui va rentrer. Donc il y a toujours une première voix qui va commencer, d'essayer de rester bloqué là-dessus, de vous focaliser là-dessus. C'est ce qu'on vous demande d'essayer de faire autant que possible. Ce qui va se passer, c'est que dans chacune de ces pièces, à un moment donné, il y a une sorte de petit glissando. Là aussi, on va vous faire écouter dans 2 petites minutes. Il y a un petit glissando qui va apparaître sur une des voix. Parfois, il sera sur la voix qu'on vous a demandé de suivre, donc la première voix à avoir joué. Parfois, il sera sur une des 2 autres voix. C'est ça qu'on va vous demander de nous dire sur votre téléphone ou sur votre papier. C'est de nous dire, est-ce que le glissando était sur la voix que je devais suivre, oui ou non. Ça se présente comme ceci, l'interface. Sinon, pour le papier, je ne sais pas comment ça se présente, mais sans doute quelque chose. C'est horizontal, mais c'est horizontal, voilà. C'est les mêmes questions. Ça doit ressembler à ça. Donc la question sera toujours la même. Est-ce que le glissando était sur une des notes jouées par la voix que vous deviez suivre, oui ou non? Donc oui, le glissando est apparu sur l'instrument que je devais suivre. Non, c'est dans le cas contraire. Et on vous demande également une petite question réflexive. À quel point vous êtes sûr de votre réponse? Pas du tout sûr de moi, bon j'ai répondu au hasard en gros, ou complètement sûr de moi, il n'y a pas de problème, là j'en mets ma main coupée. Très important, n'oubliez pas, une fois que vous avez répondu à ces 2 questions, de cliquer sur confirmer, sinon la réponse elle n'est pas prise en compte. Oui. Qu'est-ce qu'un glissando? Alors, on va vous faire écouter, je pense que c'est le plus simple. Donc on va donner un exemple tout de suite, vous allez entendre, et c'est ce son que vous allez devoir entendre. Une toute petite dernière précision avant d'écouter. Vous allez entendre que parfois les voix vont être spatialisées dans l'espace, donc vous allez entendre un instrument à gauche, un instrument au milieu, un instrument en centre. Et quand ce sera ce cas-là, les voix vont pas s'amuser à changer au cours de route. Donc l'instrument qui est à gauche va rester à gauche tout du long, l'instrument qui est au milieu va rester au milieu tout du long, etc. Donc il n'y a pas de mouvement, hein. Voilà, juste pour vous prévenir, il n'y a pas de piège à ce niveau-là. Il n'y a pas de piège tout court, d'ailleurs. On écoute les instruments et justement, comme ça, on entend les glissendos à quoi ils ressemblent sur chacun des instruments. Donc le premier instrument, à chaque fois, vous allez entendre une sorte de suite ascendante, comme ça, pour que vous ayez une idée de comment sonne cet instrument électronique sur son registre. Et puis ensuite, on fait jouer une petite phrase à l'instrument électronique avec ce fameux glissando. Vous avez entendu ce qu'on a appelé le glissando? Voilà, c'est cette sorte d'oscillation. On a un peu l'impression que le son se part comme ça. Deuxième instrument. Ça va, toujours bien clair le glissando? Ok. On écoute le troisième et dernier instrument. Facile comme ça. Maintenant, on va mettre les voix ensemble. Alors, on va juste faire un petit test qui est comme l'expérience normale, mais c'est juste pour que vous puissiez essayer l'interface, vérifier que tout va bien, etc. Et ensuite, on passera à l'expérience proprement dite. On y va pour le test? Ok, c'est parti. Donc vous pouvez répondre sur votre téléphone ou sur votre papier. Ah non, pas sur le papier, si. Si, tu peux. D'accord, Si, pardon. il y a aussi une ligne une test version test. Excusez-moi. pour s'entraîner au crayon.
Alors, est-ce que tout est clair? C'est clair, ça va? Mais là, vous avez répondu oui ou non. Voilà. Parfait, c'est bien. C'est bien. Alors bon, C'est bien parti. Ok. Donc je vous propose de faire l'expérience maintenant. Alors on va essayer de la faire dans les conditions de ce que nous on essaie de faire dans l'expérience. Donc vraiment, on va enchaîner les 8 extraits. Il y aura 15 secondes de silence entre chaque extrait. Essayez de répondre vraiment individuellement, chacun sur votre téléphone. On enchaîne les 8 extraits sans s'arrêter, d'accord? Voilà. donc vous avez vraiment 15 secondes et paf, ça enchaîne. Voilà, donc restez bien concentrés du coup pendant 4 minutes à peu près. Tout le monde est prêt? C'est bon pour vous? Ouais, allez, bah, c'est parti alors.
Ok. Ça va, c'était pas trop la torture? Ça va, c'est bon. Alors, on va vous expliquer ce qu'on a cherché à faire quand même, et puis vous montrer les résultats. Donc, je pense que vous l'avez remarqué, mais ce qu'on a manipulé ici, c'est deux facteurs qui sont vraiment des facteurs classiques dans les études sur le cocktail party qu'on a un peu appliqué au cas musical. Le premier facteur, c'est la ségrégation spatiale. Donc, est-ce que toutes les voix venaient du même endroit dans l'espace? Donc, c'était le haut-parleur du milieu, ou est-ce qu'elles étaient distribuées dans l'espace? Vous avez une voix à gauche, une voix au milieu, une voix à droite. Donc là, la prédiction qu'on a, c'est qu'a priori, la ségrégation spatiale devrait faciliter l'attention sélective. Et puis, le deuxième facteur qu'on a manipulé, c'est la dimension temporelle, la ségrégation temporelle. Ça, vous l'avez sans doute remarqué aussi. On a utilisé deux extrêmes d'organisation polyphonique. Un qu'on appelait l'hymne ou le choral, où toutes les voix jouent toujours simultanément, toujours en même temps. Et puis à l'autre extrême, c'est ce qu'on appelle un hoquet, c'est où les voix jouent jamais en même temps. Elles sont toujours imbriquées comme ça, un peu en quinconce. Donc là, la prédiction qu'on avait, c'était bien sûr que la ségrégation temporelle, donc le fait que les voix jouent jamais en même temps, allait faciliter l'attention sélective. Donc les résultats sur 31 participants, ou 37, il y en avait tout à l'heure, ça s'est connecté. Donc le niveau répondre au hasard, ça voudrait dire qu'on aurait 50% de bonnes réponses, 50%. Donc c'est très nettement mieux que le hasard globalement. Maintenant, ce qu'on peut comparer, c'est ces conditions-là. Donc, comme prévu, c'est un peu plus facile. Donc il y a un petit peu la détection, la détection. La capacité à suivre la voix qu'on vous a demandé de suivre est meilleure quand les voix ne jouent jamais en même temps. Et puis, également, comme prévu, elle est un petit peu meilleure, 10% meilleure, dans la condition où les voix sont spatialisées. Donc les voix jouent à différents endroits de l'espace. Donc ça nous conforte plutôt dans notre intuition de départ. Excusez-moi, Oui. mais là c'est sur les gens qui ont répondu par téléphone. Exactement, ouais. On n'a pas pu traiter les données papier en temps réel. Bientôt, mais on n'est pas prêt encore. Donc, en fait, on peut dire que c'est 40% de la population. Donc en fait, vos résultats, c'est sur 40% de l'échantillon. C'est beaucoup plus que 40%. A priori, c'est 3/4, c'est 75% de la salle. Voilà. Alors pour vous rassurer aussi, mais ça me permet de... C'est une expérience qu'on a faite en novembre et avec 102 personnes. Donc on a trouvé le même pattern de résultats. Donc là, on est conforté sur le fait qu'on a pu... C'est toujours agréable en science de pouvoir répliquer ces résultats. On est plus sûr que ce n'est pas entièrement dû au hasard. Donc, c'est plutôt positif. Juste aussi pour vous dire que, évidemment, les musiciens et les musiciennes ne nous ont pas attendus pour savoir ce qu'on est en train de vous raconter, que bien sûr que la ségrégation spatiale et que la ségrégation temporelle impactent la lisibilité des plans dans une pratique musicale polyphonique. Alors, sur la question de la ségrégation spatiale, on peut penser en fait à toutes les pratiques de mixage stéréo. J'ai mis l'exemple là, parce que j'aime bien cette musique des Beatles dans les années 60 où les mix stéréo sont vraiment extrêmement panés. Donc là, ils profitent au maximum des effets de ségrégation spatiale. Sur la ségrégation temporelle, il y a une très jolie étude des années, qui est déjà ancienne, la fin des années 90, d'un musicologue américain qui s'appelle David Huron, qui a montré en analysant la musique de Bach. Alors il s'est concentré sur le cas des inventions à deux voix de Bach, donc il a pris un cas assez simple. Et il a montré que, je vous passe les détails, mais en tout cas la conclusion, il a montré que la stratégie compositionnelle de Bach, c'était de chercher à minimiser le nombre d'endroits, le nombre de moments où justement les voix allaient attaquer simultanément, allaient jouer une note simultanément. Et ça, on l'entendait bien aussi dans l'extrait de la fugue que je vous ai fait entendre tout à l'heure chez Bach, où on voit bien que les 5 voix jouent dans des valeurs rythmiques qui sont très différentes. Il y a une voix qui est en valeur très lente, une voix qui est en valeur très rapide, une autre voix qui mixe au contraire des valeurs rapides et des valeurs lentes. Donc il s'arrange toujours pour que la manière dont les voix se déploient dans le temps soit suffisamment singulière pour que les points de rencontre soient minimisés. Donc ça, c'est un très joli résultat qu'avait montré David Huron. Donc en gros, on fait que
confirmer ici des pratiques et des savoir-faire compositionnels et interprétatifs par ailleurs, qui sont déjà bien connus des musiciens et des musiciennes. Voilà. Donc la deuxième expérience qu'on veut vous proposer, elle est exactement sur le même principe. Cette fois-ci, on cherche à tester quelque chose d'un peu différent, mais je vous le dirai après l'expérience de quoi il s'agit. Donc pareil, vous allez entendre à nouveau 8 pièces toujours composées par Sébastien. Vous allez entendre, elles sont très, très différentes de ce que vous venez d'entendre. Mais Sébastien va vous en dire plus dans une petite minute. Juste sur le dispositif, cette fois-ci, il n'y a plus que 2 voix et non 3 voix. Vous entendrez toujours une voix à gauche, une voix à droite. Les voix commenceront à jouer à peu près en même temps cette fois-ci. Et la consigne d'attention, c'est d'essayer de suivre la voix qui joue à gauche. Il se trouvera que ce sera aussi la voix la plus grave. À gauche. Votre gauche. Votre gauche. Votre gauche. Vous faites bien de me le demander parce que je n'ai plus aucune idée. Donc, votre gauche. C'est la plus grave aussi. Ça, vous avez 2 indices. C'est à la fois à gauche et c'est plus grave. Deux toutes petites différences par rapport à la dernière fois. On va vous faire écouter à nouveau. Mais cette fois-ci, c'est plutôt un genre de vibrato que vous allez entendre plutôt qu'un glissando. Vous allez entendre une sorte de chevrotement comme ça dans la voix. Et l'autre différence, c'est que cette fois-ci, les 2 voix, c'est le même timbre. C'est le même instrument, si vous voulez. Non, ça commence à peu près en même temps. Donc là, le signal, c'est faut se focaliser. Juste écouter, se focaliser sur la gauche. Je vous fais écouter le timbre rapidement. Alors ça ressemble à ça. Je vous fais écouter le timbre avec le glissando. C'est relativement clair, j'espère. Alors pour vous dire 2 mots de ce timbre, je l'ai pensé un peu en contraste avec la première expérience qui utilise des sons électroniques très simple, un peu la base des sons électroniques. Et là, pour ces miniatures-là, je souhaitais utiliser quelque chose d'un peu plus riche. Et du coup, je suis parti d'une note de piano, d'un enregistrement d'une note de piano. Je crois que c'était un Mi au milieu de la clé de Fa. Et donc, j'ai analysé ce son. On peut décomposer le timbre d'un instrument sous la forme d'une succession d'harmoniques. C'est le petit dessin qu'on voit en haut, là. Donc, ce qui fait le timbre d'un instrument, ce qui fait sa couleur, c'est comment les harmoniques, elles sont réparties, quels sont leurs rapports entre elles. Donc là, j'ai gardé les 12 harmoniques les plus présentes dans cette note de Mi du piano. Et donc je resynthétise un son, donc c'est vraiment de la synthèse sonore, c'est un son qui est fabriqué par l'ordinateur en me basant sur cette répartition en harmonique du piano. Donc le contenu fréquentiel, c'est vraiment inspiré d'un son acoustique. En revanche, il y a une autre partie du timbre, c'est comment l'énergie des fréquences évolue dans le temps, comment la dynamique du son évolue. Et pour le coup, là, je n'ai pas conservé la dynamique du piano, j'ai dessiné vraiment des formes dynamiques synthétiques sur l'ordinateur. Donc voilà pour le timbre. Et puis, vous avez entendu, je vous ai joué quelques notes, là, une échelle. Et vous avez dû vous apercevoir que ce n'était pas une échelle dite tempérée. Ce qui était le cas dans les premières miniatures, qui étaient souvent microtonales, mais avec toujours la même distance entre chaque note successive, comme ça. Là, on n'est pas sur une échelle comme ça. Je me suis inspiré d'une construction de Lamonte Young, compositeur américain qui a beaucoup œuvré dans les années 60 surtout. Et je me suis basé sur
son magnus opus, le Well-Tuned Piano, où il propose donc d'accorder le piano d'une manière différente. Et donc il utilise ce qu'on appelle l'intonation juste, où les notes vont être accordées en se basant sur une fréquence fondamentale, et ensuite on va déduire les autres notes des harmoniques de cette fréquence fondamentale. Donc là, ce qu'il fait, lui, la Monte-Young, c'est il n'utilise pas toutes les harmoniques. C'est le petit dessin en bas, là. Il utilise les harmoniques qui sont des multiples de 3 et de 7. Les multiples de 3, c'est les quintes. Et les 7, c'est les septièmes mineurs un peu basses. Donc en fait, il construit son clavier en partant de ces rapports-là. Donc il fait son tableau. Donc quand on va vers la droite, comme ça, on multiplie par 3. On a l'harmonique 1, la 3, la 9, la 27, etc. Quand on monte, on multiplie par 7, etc. Et après, il ramène ça dans l'octave. Donc il divise par 2, et par 2, et par 2, et par 2, pour se retrouver avec des valeurs entre 1 et 2. Et de là, il fait un peu son marché. Il va garder 12 notes. Moi, j'en ai gardé 17 parmi ce tableau, que j'utilise donc pour composer ces miniatures. Je crois que tout est dit. Je pense que ça va être le moment d'entendre ce piano accordé par Sébastien Roux en acte. Hein. Donc, même principe, on va enchaîner... Oui, pardon. La Monte-Young. On pourra aller graver. C'était proche de Fluxus. Ah oui, c'est... Donc, comme tout à l'heure, on propose d'enchaîner les 8 miniatures avec juste 15 secondes à l'issue de chacune des pièces pour pouvoir indiquer la réponse sur le téléphone ou sur le papier. Donc, la voix qu'il faut suivre, c'est la voix qui est à votre gauche, qui est la voix la plus grave, toujours, quoi qu'il arrive. Et voilà. Vous voyez bien Expérience 2 sur votre téléphone, c'est bon ? Ok. Ah, c'est parti. C'est parti.
Ok. Hop. Alors je vous explique à nouveau ce qu'on a cherché à faire. Donc on voit que globalement, a priori, c'était plus facile. Bon, c'est ce qu'on attendait. Bon, déjà, il y a une voix en moins. Et puis globalement, les tempi sont plus lents, donc a priori, c'est plus facile. Donc là encore, on a manipulé, comme tout à l'heure, c'est un classique en psychologie, on a manipulé deux facteurs. Donc ce qu'on manipulait, c'est toujours ce qui se passait dans l'autre voie, pas la voie que vous deviez suivre, mais ce qui se passait de l'autre côté. Donc, et la question générale qu'on se posait, c'est s'intéresser au phénomène qu'on appelle de science, donc la capacité qu'ont certaines voix à nous attirer, même si on cherche à pas les écouter, à les ignorer. Des fois il y a des propriétés du discours ou du signal acoustique qui font qu'on va malgré tout être attiré par une voix sur laquelle on ne cherche pas à porter notre attention. Donc c'est un peu cet aspect-là qu'on cherchait à questionner dans cette expérience. Et on a distingué deux formes de science. Une science qu'on a appelée événementielle, où il y a des formes d'accents dynamiques très locaux, comme ça. Donc en gros, il y a des petits sons un petit peu plus forts, des fois, dans ce qui se passait à droite. Oui, c'est ça. Dans ce qui se passait à droite. Et donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont bien étudiées en psychoacoustique. A priori, des accents dynamiques, des contrastes dynamiques comme ça, ont un peu une capacité d'attraction, d'attirer notre attention. Donc ça, c'était le premier facteur qu'on a manipulé. Est-ce qu'il y a des sortes d'accents, oui ou non? Et le deuxième facteur qu'on a manipulé, qui est plus spécifiquement lié à la musique et qui boucle aussi avec notre idée de se focaliser la musique pour essayer de comprendre la manière dont l'attention auditive et l'organisation temporelle interagissent, c'est ce qu'on a appelé la science structurelle. Donc là, vous l'avez peut-être entendu, c'est que des fois, il y avait la voix qui jouait à droite était très structurée au niveau local, il y avait plein de petits motifs, c'était très discursif, très discourant. Et donc il y avait une forte organisation mélodico-rythmique, on peut dire. Et dans d'autres cas, au contraire, c'était une sorte de droite comme ça, soit ascendante, soit descendante, donc avec très très peu d'organisation locale. Donc ça, c'est le deuxième facteur qu'on a essayé de manipuler, avec la prédiction qui était que le fort degré d'organisation locale devrait attirer un petit peu plus l'attention. Quelque chose qui est très discourant doit attirer un petit peu notre attention. Donc on va tout de suite regarder ce qui s'est passé. Donc grosso modo, voilà 80% de détection, donc c'est beaucoup. Alors premier facteur, donc est-ce que Alors oui, ça correspond bien. Donc non-struct, ça veut dire sans science structurelle. Donc quand il n'y a pas de science structurelle, vous êtes quasiment à 100%. Et par contre, quand la voix était un petit peu plus discursive, ça a un peu parasité le phénomène d'attention sélective. Ça confirme la première hypothèse. C'est la première fois qu'on fait cette expérience, contrairement à la précédente. Le petit, on est content. La deuxième facteur, donc c'était sur la science événementielle. Et ça m'a l'air d'être pareil. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas des petits accents dynamiques, le taux de détection était meilleur que quand il y avait des accents dynamiques. Voilà. Donc ça confirme plus ou moins les hypothèses de départ. Juste, hop, il y a un parti virtuel. Donc juste aussi pour dire, voilà, c'est un des intérêts aussi pour nous de ce programme de recherche, c'est ce genre de phénomène qui se déploie sur une organisation temporelle plus large. C'est plus difficile à étudier dans des paradigmes non musicaux avec des sons environnementaux. Donc la musique permet vraiment de comprendre comment la manière dont les sons sont organisés dans le temps, leur téléologie, le sentiment qu'on a que ces sons vont quelque part dans une certaine direction, ou au contraire qu'il n'y a pas vraiment de direction. Comprendre tout ça, comment ça influe sur nos processus attentionnels, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire à partir du paradigme musical. Oui, donc pour réagir par rapport à ça, ce qui est intéressant dans ces expériences, c'est que ça étend la problématique de la perception à ce à quoi on est confronté tous les jours. C'est-à-dire qu'on écoute des scènes sonores et qu'est-ce qu'on entend dans une scène sonore? Est-ce qu'on entend un son ou est-ce qu'on entend le son la scène dans sa globalité? Donc on est souvent confronté à qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on écoute au niveau local? Est-ce qu'on écoute au niveau global? Comment on bascule d'un mode d'écoute à un autre mode d'écoute? Est-ce que la science d'un événement
dans une scène sonore, par exemple le bruit d'une moto qui va rugir dans une circulation, est-ce que ça va attirer notre attention? Donc, c'est des caractéristiques qui vont modifier notre écoute et notre attention. Et donc, il y a de nombreuses études qui ont montré, dans le domaine de la perception auditive, mais aussi en vision, qu'on a un avantage à traiter l'information au niveau global, plutôt une structure mélodique. Mais si on fait une expérience avec des musiciens, par exemple, et des non-musiciens, on verra que les non-musiciens vont traiter l'information globale, alors que les musiciens vont plutôt traiter l'information locale. Donc ça va dépendre aussi de l'expertise. Et il a été montré aussi qu'au niveau du cerveau, en fait, il y a des aires qui sont spécialisées, notamment l'aire de gauche au niveau de l'aire auditive, qui est spécialisée dans le traitement de l'information locale, alors que l'aire auditive de droite est spécialisée dans le traitement de l'information globale. Cela dit, quand on manipule, et on l'a vu là, quand on manipule des caractéristiques du son, on peut basculer finalement d'une écoute à une autre. Donc des auditeurs qui n'ont pas de formation musicale, si on accentue certaines caractéristiques du flux sonore en jouant sur le timbre, sur un événement particulier, sur une structure, si on rend le son plus brillant par exemple, ou plus rugueux par rapport au contexte dans lequel il est diffusé, en fait, les gens qui n'ont pas forcément une écoute musicale, ils vont basculer à une écoute locale. Donc en fait, toute cette question de l'écoute, de qu'est-ce qu'on peut entendre dans une scène, va dépendre beaucoup de l'expertise, va dépendre de ce qui est saillant dans une scène, et puis ça va dépendre en fait de ce que la personne a envie d'écouter. Et ça, c'est des choses qu'on a envie de continuer à creuser. Comment ça bascule, comment notre préférence d'écoute bascule lorsqu'on écoute une scène sonore, musicale ou environnementale, par exemple. Donc c'était pour faire le lien entre, finalement, ces signaux qui sont complexes, nous permettent de mieux comprendre ce que nous, on perçoit dans notre quotidien. Un petit mot sur les miniatures que vous avez entendues, rapidement. Peut-être vous dire que moi, ces pièces sonores, là, je les vois un peu comme des choses qui sont entre la pièce musicale et vraiment le stimuli qu'on va utiliser pour mener une expérience scientifique. Et par conséquent, il me semblait intéressant d'avoir un outil de génération de ces miniatures qui soit paramétrable, qu'on puisse fabriquer une espèce de système comme ça, qui allait pouvoir nous produire des miniatures, et puis en fonction de nos discussions, de ce qu'on voulait chercher à montrer, à tester, on va pouvoir ajuster tel ou tel paramètre, tel ou tel élément de la miniature de manière un peu automatisée, comme ça. Du coup, les deux séries de miniatures, vous avez pu vous en rendre compte, sont très différentes les unes des autres. Dans la première série, c'est avant tout basé sur des structures rythmiques. Donc c'est vraiment écrit à l'avance comment les voix vont évoluer dans le temps. Et c'est écrit en ligne de commande. C'est dans un langage, c'est en Python, et c'est une librairie qui s'appelle Pio, que j'ai utilisée, c'est la petite capture d'écran à droite, là. Tandis que pour la dernière série de pièces qu'on a entendues, c'est fait avec Max MSP. Et là, pour le coup, le programme, en fait, fait un tirage à chaque état, en fait, à chaque moment de la pièce, à chaque fois qu'il y a un son. En fait, c'est un tirage pour savoir quelle voix va jouer, quelle note, etc. Donc c'est vraiment deux façons en fait de penser l'écriture des miniatures qui est très différente. Donc pour en dire un tout petit peu plus sur la deuxième série, en fait les paramètres que j'ai utilisés pour vraiment générer les pièces étaient les suivants. Il y avait une notion de grain, c'est-à-dire quelle est la distance temporelle la plus courte entre deux événements sonores. Il y avait une notion de densité
est-ce que tous les grains vont être remplis ou pas. Ensuite, je pouvais régler la superposition. Donc, est-ce que les voix vont jouer plutôt sous la forme d'un hoquet ou d'un hymne? Et puis enfin, il y avait la question de la balance. Donc, est-ce qu'on va plutôt privilégier une voix ou une autre pour ces miniatures? Et après, j'ai construit donc cette échelle. Et puis, c'est les petits, on voit, c'est les petits carrés là qu'on voit en bas. Pour chaque miniature, je pouvais choisir d'activer certaines notes ou pas de l'échelle de la montée Young dont je vous ai parlé. Et enfin, peut-être vous dire que donc, dans ce patch max, là, il y a donc deux types d'évolution. Il y a l'évolution linéaire dont vous parlez, Clément. Donc, on va vraiment progresser dans l'échelle pas à pas. On va incrémenter. On va se déplacer dans l'échelle comme ça de manière incrémentale. Et puis, sinon, il y avait une construction donc, qui est plus motivique, mélodique. Et dans cette configuration, en fait, moi, je ne choisis pas quelle note va jouer à quel moment. Je donne juste un cadre et je dis, voilà, c'est telle note que tu peux aller choisir. Et ensuite, le programme, je lui donne juste la taille de l'intervalle qu'il va pouvoir aller chercher. Et en l'occurrence, comme en parlait Clément tout à l'heure, pour la conduite de la polyphonie, donc il vaut mieux rester dans des distances, dans des petits intervalles pour conserver l'identité de la voix. Donc j'ai travaillé comme ça. Est-ce que non, je crois que je vous ai un peu tout dit, je crois. C'est bien. Quelques mots juste pour conclure un peu sur cette expérience. Ce qu'on a cherché à vous montrer ce soir, on a cherché un peu à décortiquer la mécanique de l'écoute telle qu'on l'a subie un peu en quelque sorte au quotidien quand on écoute de la parole, quand on écoute de la musique. Et là, faire un peu l'exercice de se poser la question de ce qu'on écoute et quels seraient les facteurs qui influencent cette écoute. Alors pour nous, c'est assez intéressant parce que quand on étudie cette question de la parole laboratoire, la perception de la parole en contexte cocktail party, on a assez peu de degrés de liberté. On sait que tous ces phénomènes de superposition temporelle, de présentation spatiale existent, mais on est contraint dans l'espace dans lequel on va pouvoir manipuler ces paramètres. On a un certain nombre d'enregistrements. Donc dès qu'on travaille à partir de matériaux de parole, on est assez limité. Et en fait, en transposant ces questions dans le domaine de la musique, là, et puis en particulier en utilisant ce que Sébastien vous a présenté, ces outils de composition de musique électronique avec la synthèse, l'écriture algorithmique, on a tout un nouvel espace de création de sons qui s'ouvre, dans lequel on va pouvoir vraiment manipuler ces différents facteurs. Et donc, en termes d'espace de travail pour la recherche au laboratoire, ça ouvre vraiment sur un des nouvelles questions pour se poser nouveaux cadres de travail pour se poser des questions sur ce qui se passe dans ces dynamiques de notre écoute. Donc cette dynamique d'écoute, elle fluctue un peu naturellement quand on écoute une pièce, quand on écoute une conversation, elle fluctue de manière volontaire. On décide qu'on va diriger notre attention sur un flux, sur une personne plutôt qu'une autre, mais aussi de manière involontaire, comme vous l'avez vu par ces événements plus saillants, c'est une structure d'une autre source qui va venir capter notre attention. C'est aussi le cas dans la parole. Donc toutes ces questions restent en fait encore complètement ouvertes. Il y a très peu de travaux de recherche là-dessus, sur la manière dont notre attention fluctue. Et en particulier, donc c'est le deuxième point qu'on a noté ici, on a tous une façon d'écouter qui nous est propre. Et pour l'instant, on ne connaît pas encore bien ce qui guide cette manière d'écouter spontanément. Donc là, on a fait un peu un travail, un exercice un peu bizarre, de se poser la question, de se dire focalisez-vous sur une voix. Alors, on cherche à mesurer la manière dont votre attention est capable de faire ce travail de manière un peu indirecte. Là, on mesure votre capacité à détecter un petit signal, un glissando, un vibrato à un moment. Mais on voit déjà qu'on a des résultats qui varient selon les conditions, mais si on regarde plus précisément ce qu'on a fait dans certaines expériences au laboratoire, des différences de résultats entre des participants, on voit énormément de différences de résultats dans des conditions identiques, et qui ne s'expliquent pas uniquement simplement par, l'expertise musicale.
Donc notamment dans certaines expériences qu'on a menées, on voit des musiciens qui ont des profils d'écoute proches de ceux des non-musiciens et inversement. Donc on ne sait pas encore ce qui fait qu'on écoute d'une façon plutôt globale, plutôt locale, quelle est notre prédisposition à écouter d'une certaine façon. Donc ça, c'est tout autant de questions qui nous animent encore au laboratoire. Et voilà. Et donc je pense que ces questions et la manière dont cette attention peut fluctuer au cours de l'écoute pour l'auditeur, qui est, comme Clément l'a bien rappelé, hein, c'est pas nouveau, les compositeurs, les interprètes connaissent ces ressorts des facteurs sur lesquels on peut travailler pour manipuler ou entre guillemets jouer avec l'attention et l'écoute de l'auditeur. Mais du point de vue de l'auditeur, on sait peu de choses et c'est pourtant ce qui doit faire un peu la richesse de l'écoute des pièces polyphoniques. On a une certaine liberté d'écoute et on est capable de passer d'un mode d'écoute à un autre de manière complètement libre. Et donc voilà, un futur chantier pour la psychologie de la musique. Ce sera le mot de la fin. Merci de votre attention. Et puis, si vous avez des questions...